Donc, je n'avais pas lâché le rêve François Héritier, là. Euh, Encore une fois, 1500 personnes, 15 ans. OK, elle a vraiment eu de la chance, quoi. Non, 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 c'est ça. Euh, on s'est mis à travailler à Nanterre d'abord. J'ai beaucoup poussé ça à Nanterre. euh, sur la mobilisation des instruments informatiques afin d'identifier, de révéler certaines propriétés des réseaux matrimoniaux. En gros, l'idée étant que les gens, ils ne se marient pas trop proches, ok, mais ils ne se marient pas trop loin non plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours, ou presque toujours, ou dans beaucoup, beaucoup de cas, la majorité des cas, un lien quelconque qui existe entre des conjoints et que ce lien-là, dans beaucoup, beaucoup de cas, est doublé par un lien qui, qui est un lien de parenté. Soit de consanguinité, soit d'affinité. Ça peut être les affins de mes affins de mes affins, ou les consanguins de mes affins de mes consanguins. Mais il y a un lien. Du coup, les gens qui se marient avec ce lien préalable, leurs enfants font de même. Et du coup, on a cette sorte d'énorme boule de spaghetti où à 80%, 80% 70%, les gens se marient entre eux, génération après génération. Merde, ça ne peut pas en avoir un peu de structure. C'est-à-dire que soit tout ça, c'est totalement réductible à des initiatives individuelles, soit en fait, cette boule de spaghetti est structurée. Mais comment accéder à ça? Bon, c'est absolument difficile. Et l'unique moyen, c'était par un traitement informatique, simplement à cause de la masse des données. Et Françoise Héritier avait donc initié cette voie-là, mais le problème, c'est que dans le traitement qu'elle avait fait avec Marion Sels, ce traitement informatique, elle posait la question X, combien de mariages il y a de tel type, et elle pouvait avoir la réponse. Mais ce qu'elle ne pouvait pas faire, c'était de dire quelle est la distribution des types de mariages qui ont lieu dans la boule de spaghetti. Et c'est ça que nous, on voulait. Donc, nous, on voulait d'abord identifier quels sont les mariages qui ont eu lieu, et puis comment est-ce que ces différents mariages s'agencent les uns avec les autres, de sorte que si structure il y a, c'est par l'agrégation continue, encore une fois, de mariages différents qui... C'est la même musique. Là. Bon. Et ça, on a commencé à Nanterre dans un projet donc sur les ordinateurs et Kinship and Computing. Le Kinship and Computing, qui était traitement informatique de la parenté, donc TIP, ça a commencé à Nanterre avec des réunions régulières. Et là, on était un petit groupe de gens, Isabelle Dayan, Laurent Barry, Douglas White, qui était à l'Université de Californie, Irvine, Thomas Schweitzer, qui était à Cologne, et d'autres gens. À un moment donné, il y avait Georges Augustins, mais un peu en périphérie. Et puis d'autres gens sont venus, Olivier Kiburtz. Bon, il y a diverses personnes à Nanterre. On s'est réunis pendant 1 ou 2 ans. Eduardo Vivers de Castro était aussi impliqué un peu là-dedans, avec l'idée à partir du logiciel qu'avait inventé Douglas White, qui s'appelait PGraph, de travailler sur l'éventualité de pouvoir représenter et conceptualiser des réseaux matrimoniaux à partir disons, de traitements, des régularités que révélaient des traitements informatiques. Bon, ça a marché un peu, on a fait quelques articles, notamment avec Douglas White, sur ces questions-là. On avait inventé un truc qui s'appelle sidedness, qui était une sorte de bipartition implicite du champ matrimonial en 2
ensembles intermariants. Donc c'était comme si c'était des moitiés, mais qui ne s'étaient pas libellées, qui étaient des moitiés matrimoniales, qui n'étaient pas reconnues comme des moitiés, mais qui en fait conditionnaient chaque nouveau mariage dans la mesure que ce mariage-là avait lieu dans un champ matrimonial qui était défini par une bipartition statistique des mariages en deux. Bon. Puis on avait un truc qui s'appelle les divides, qui était l'idée que c'était la même chose, mais la répartition s'appliquait à une génération seulement et qu'à la prochaine génération, ça recomposait une bipartition. Bon, on a inventé des trucs comme ça. Mais ce travail sur la parenté a vraiment pris un essor important dans un autre projet qui était dans le cadre d'un projet ANR, je crois, pour jeunes chercheurs qu'avait organisé, à la tête de laquelle était Laurent Barry, et qui était traitement informatique des matériaux ethnographiques, et il y avait toute une partie parenté, et notamment sur les réseaux matrimoniaux. Et là, Laurent, Isabelle, Klaus Amberger et moi, nous avons travaillé donc pendant 1 an ou 2, très intense ensemble. Là, c'était un peu différent, ça a pris la forme d'un travail au café. On occupait un café, une table au café, depuis 10 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. Vraiment, toutes les semaines, on faisait ça. Et c'était une division de travail très intéressante parce que il s'est révélé que Klaus et Laurent étaient les concepteurs. Donc eux, ils étaient partis dans des sortes de modèles théoriques un peu comme ça. Et Isabelle et moi, on était les empiristes. Donc ils comptaient des mariages comme ça. Et il y avait des choses merveilleuses, c'est-à-dire que des choses du genre, bon, mettons qu'on accepte que les gens puissent se marier dans la consanguinité jusqu'à un certain degré, deuxième cousinage. Combien de mariages possibles peut-il y avoir? De types de mariage. Bon. Et là, donc, c'était typique. Les deux autres, ils faisaient des modèles algébriques. Bon, alors Laurent Barry, c'est plutôt algébrique. Klaus, il est un peu polyvalent, il fait tout, mais bon, il a plutôt une prédisposition un peu géométrique comme ça. Et Isabelle et moi, on comptait. Donc on faisait, il y a celui-là, tu as déjà celui-là? Non, j'ai pas celui-là. Bah tiens, mais 145 possibilités. Donc ça, c'était une sorte de révélation qu'un tout petit champ là, comme ça, permettait une telle multitude de mariages possibles, de types de mariages possibles. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on va identifier ça dans un réseau concret, réel. Et du coup, c'est mis en place progressivement les bases d'un autre programme qu'a écrit Klaus Amberger, donc qui s'appelait POC, Programme, I don't know, something kinship, computing and kinship. Et là, c'était très 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 long, c'était terriblement compliqué. Lui, il fallait qu'il apprenne la programmation. Il y avait vraiment des problèmes conceptuels énormes, c'est-à-dire on s'est trouvé face à une telle multitude de données. Si 145, c'était ce qui était permis avec le premier degré de cousinage, ça explosait dans des milliers de types. Et comment maîtriser ça? Et d'abord, comment les identifier? Et c'était vraiment dur. Mais pour ça, Laurent Barry a inventé, c'est pas pour ça, mais c'est là où ça a vraiment une autre façon d'écrire les relations de parenté, qu'il appelle positionnelle, donc c'est une autre façon, parce que le problème c'est que quand je dis que la Mother's Brother's Daughter, le MBD, donc c'est moi qui me marie avec la fille du frère de la mère, donc c'est MBD, mais quand je prends le point de vue de la fille, c'est FZD et FZS, et du coup on a la même mariage qui s'écrit de deux façons. C'est-à-dire que une grande différence dans ce truc, c'est que ce qui devenait intéressant, c'était le circuit matrimonial, ce qui formait un loop. Bon. Or, ce loop-là,
c'était le même loop. Du coup, d'avoir deux façons différentes de l'appeler, c'était absurde. Du coup, on avait besoin d'une écriture qui donnait une façon unique pour parler ça, et qui, donc, il avait inventé. Et du coup, ces loops-là, qu'on appelait des circuits, donc, qui étaient des mariages endogames, soit au sein de la relation de consanguinité, soit au sein de l'affinité. Donc, ça pouvait être, moi, je me marie avec la sœur de l'épouse de mon frère. Alors, on n'est pas du tout lié par la consanguinité, mais on est lié par la relation d'affinité préalable. Donc, on avait ces deux types de circuits, affinal, consanguine. Il y avait des gens qui avaient déjà relevé l'importance de ces loops, de ces circuits affinal. C'est Martin Segalen, c'est François Zonaben, sur des matériaux occidentaux. Un peu la maison aussi avait relevé ça. Et en gros, dans un premier temps, on a misé à fond là-dessus. C'est-à-dire que notre propos, c'était que peut-être la structuration des champs matrimoniaux, ce n'est pas, comme vous les structures élémentaires et compagnie, les relations de mariage consanguine au plus proche, mais peut-être des mariages, des bouclages donc, dans l'affinité, moins proches, mais beaucoup plus systématiques et beaucoup plus fréquents. Du coup, ça c'était notre première idée, c'est que peut-être la structuration des réseaux matrimoniaux ne dépendait pas de ce qui était le plus important dans les structures élémentaires, comme ça, inclus chez les élémentaires. Simplement, pour les élémentaires, on n'avait pas les matériaux. Maintenant, on les a et on a un moyen de les traiter. Donc, il y avait cette idée-là, ça nous a énormément excités, mais pour que le programme puisse faire une liste, simplement une liste, qui faisait que chaque mariage était recensé, c'était des années de travail, c'était absolument gigantesque, mais on avait enfin des listes. Et ce qui s'est révélé, c'est que grosso modo, bon, je vais un peu vite là, parce qu'on avait plein de problèmes qui étaient... Oui, ce premier programme a été suivi par un autre où on a associé des historiens et où on a Cyril Grange notamment, et où à partir de corpus divers, on s'est vraiment interrogé sur comment faire l'analyse de ces choses. Alors, on s'est confronté à beaucoup de problèmes du genre, il y a toujours des mariages qu'on appelait des mariages dans l'ombre. C'est-à-dire que il s'avère que dans une communauté, les gens se marient beaucoup plus avec des gens du côté paternel que du côté maternel. Est-ce que on avait des problèmes de savoir, est-ce que c'était représentatif de ce des mariages, ou est-ce que c'est simplement qu'il y avait des mariages côté maternel, mais simplement on ne les a pas dans les matériaux? Est-ce qu'on ne les avait pas parce qu'on les ignorait, ou est-ce que le fait de ne pas les avoir était lui-même une conséquence d'un mariage avec les autres? Bon. Et du coup, comment dire, on avait des résultats. Mais les résultats étaient surtout intéressants pour démonter la vraisemblance des modèles matrimoniaux qui existaient. Parce qu'en fait, ce qui s'est révélé, c'est que les gens qui modélisaient les trucs, qui disaient ben, on se marie avec l'échange des sœurs, en fait, non. Empiriquement, c'est pas vrai. C'est tout. Donc, peut-être dans la terminologie, mais il y avait énormément. Non, ça ne tenait pas la route. Ou ça tenait la route, mais ce n'était pas statistiquement significatif. Donc, on était pris dans cette truc de signification statistique. Et là, il s'est révélé qu'en fait, on avait beaucoup de mal à évaluer la représentativité des récurrences qu'on arrivait enfin à identifier. Du coup, un autre projet, cette fois-ci avec les gens de l'INED et auxquels on a associé des statisticiens et des gens qui travaillaient sur la complexité, c'était un autre ANR complexité, où en fait, on a travaillé sur des simulations de réseaux de parenté comme moyen pour pouvoir évaluer les vrais. 2 ans, 3 ans, on a travaillé comme des bêtes là-dessus. Très rapidement, je dois dire, c'est passé à un niveau de compétences mathématiques qui, moi, m'échappait. Et du coup, bon, ça a donné des choses intéressantes, mais en gros, non. C'était
difficile de faire un modèle simulé. On n'arrivait pas. Troisième projet, toujours dans ce truc-là, c'était un truc qui était dirigé, je crois, par Olivier Kiburtz, qui était d'avoir un banque de cas empiriques. Et ça existait, ça a commencé dans un premier temps dans un projet préalable. Et là, il y a un truc qui s'appelle KinSource sur l'Internet où on trouve 150 corpus généalogiques anonymisés avec plein de matériaux sur lesquels on peut travailler et des gens de différents milieux, de différentes origines ont contribué à ça. Bon, donc on a maintenant un banque de corpus, on a un appareil diagnostique très efficace. Bon, ben, à vrai dire, c'est un peu décevant, mais en gros, on n'a pas vraiment révélé, identifié des structures qu'on n'a pas devinées par ailleurs, soit par la terminologie, soit par la façon des gens qui parlent. On se confronte toujours à ces questions de représentativité et on est arrivé à la conclusion que se borner simplement aux matériaux strictement généalogiques était en fait insuffisant dans la mesure que d'autres facteurs comme la résidence, comme le voisinage, comme l'affiliation religieuse, en fait jouaient un rôle tout à fait majeur dans la structuration du champ matrimonial. Donc, c'est utile pour, par exemple, maintenant, on peut empiriquement tester les propos, par exemple, de François Héritier. On a les SAMO, paf, comme ça. Mais, c'est une autre chose qui s'est révélée, c'est que les bases, les matériaux, les corpus de matériaux, en fait, dépendaient énormément de l'ethnographe qui les avait recueillis et de beaucoup de savoir de l'ethnographe. Et que là, par exemple, pour rendre les SAMO exploitables, il faudrait maintenant que quelqu'un repasse par toutes les notes de François Héritier pour restituer en fait, est-ce que ces gens-là qu'elle a assimilés comme la même personne, est-ce que c'est vraiment la même personne ou pas, nanana. Et il y a tellement de choses qui vont sans dire pour des gens qui ont une familiarité intime avec les matériaux, que lorsqu'on essaie de les soumettre à un traitement rigoureux de type informatique, simplement reste en suspens. Du coup, donc des gens comme moi qui avaient passé beaucoup de temps à faire des généalogies, des gens par la suite qui ont fait la même chose, Klaus Amberger a énormément de matériaux généalogiques, Laurent Gabaye sur son terrain, énormément de choses généalogiques, Laurent Berry aussi. En fait, on a beaucoup de matériaux, mais ce n'est pas évident ce que ces outils nous permettent de faire de réellement constructive. De côté destructif, de la mise en cause de modèles simplés, oui, ça c'est sûr. Donc ça démontre la complexité de l'affaire, mais un modèle complexe, disons, du matrimonial, on n'est pas arrivé. On n'est vraiment pas arrivé. Une des choses intéressantes, Isabelle Dayan avait fait son truc sur les Shiman, son réseau de parenté, à la main. En fait, il n'y a pas eu de mieux. Bon, elle est particulièrement soigneuse. Mais bon, on n'a pas vraiment, par exemple, avec ce matériel-là, pu avancer bien plus que ce qu'elle-même, elle avait pu faire. Alors, on a pu fonder ses intuitions empiriquement. Du coup, là, oui, ça permet de donner une base empirique solide à ce qui était de l'ordre de l'intuition. Mais c'était quand même beaucoup de travail pour un constat qui était en partie assez négatif. Bon, on peut dire c'est la science, hein, okay, mais bon. Donc voilà, ça c'était ce rêve-là de parenté, avec cette sorte de... Et je crois que c'est ça qui m'a guéri de cette vision dont on peut, avec un instrument suffisamment rigoureux, avec des matériaux suffisamment exhaustifs,
restituer la réalité complexe, j'ai des doutes, quoi. J'ai des doutes. Mais bon. Je pensais revenir juste rapidement sur ces collaborations, parce que là aussi, j'ai pas mal collaboré finalement avec pas mal de gens, mais et on a publié des choses ensemble. Ça nous a permis d'ailleurs d'introduire tout un champ dans dans le champ plus grand des réseaux sociaux, l'analyse des réseaux. Donc maintenant, il y a l'analyse des réseaux de parenté, et dans le handbook, the International Handbook of Network Studies, il y a un chapitre donc, sur les réseaux de parenté. Donc, bon, okay. Donc on a contribué, c'était vraiment la science, quoi. On a vraiment contribué au savoir, mais comme outil anthropologique, minime. Mais donc la collaboration avec Carlo Severi, qui était pour moi une sorte de collaboration exemplaire sur l'histoire des rituels, en fait, on a procédé d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire qu'on a tout écrit ensemble. Chaque ligne, on écrit ensemble. Alors, il y avait un côté du genre, bon, bah, écoute, tu prends ces questions-là, moi je prends ces questions-là, et puis on se voit. Mais chaque chose était revue. C'est pour ça que ça a pris tellement de temps. Parfois, il y avait des désaccords, et ça s'est toujours soldé par, bon, bah, tu veux dire ça, bah, tu l'écris. Donc, voilà. Mais c'était vraiment minime, ce truc-là. Ce qui était intéressant quand même avec la collaboration avec Carlo, et qui était un tout petit peu semblable avec la collaboration sur Kintip, c'était Kintip. Il y a un site internet Kintip où on trace un peu l'histoire de tout ça. C'était que c'était sur des matériaux qui n'étaient pas nécessairement de notre terrain anthropologique, ethnographique propre. C'est-à-dire que pour le Naven, Carlo y travaillait sur des populations au Panama, en Amérique centrale. Moi, j'ai travaillé en Afrique centrale. Et là, on était dans des matériaux de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Alors, dans ce cas-là, dans le cas du Naven, il y avait toute une équipe de Suisses allemands à Zurich et à Bâle qui avait publié 4-5 volumes sur les Yatmoul, et qui permettait vraiment de renouveler. Florence Weiss et Milan Stanek notamment, qui avaient vraiment renouvelé, mais il y avait d'autres gens, Christian Coiffier en France, de renouveler l'ethnographie des Yatmoul. Donc on avait en fait beaucoup d'ethnographie Yatmoul, et on a, à un moment donné en France, il y a eu une sorte d'association qui s'appelait l'APRAS, qui a été fondée en partie par Michel Izard. Et l'APRAS avait fait des colloques annuels, et nous on a fait le premier colloque annuel, qui était plutôt une sorte de workshop, où on a fait venir tous ces ethnographes de Yatmoul, et on a eu 3 jours que l'ethnographie Yatmoul. Donc il y avait vraiment une idée qu'on allait plonger, donc ce n'était pas de l'ethnographie qui était la nôtre, mais à force de plonger là-dedans, on avait une familiarité vraiment avec l'ethnographie qui existait, qui avait des trous, comme toute ethnographie, mais qui nous permettait quand même de faire des élaborations théoriques quand même, tout en étant ancrés dans le matériau. Et dans les histoires de parenté, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais cette sorte de rêve qu'on pouvait abstraire les matériaux généalogiques qui suffisaient à eux-mêmes. Et en fait, il s'est assez rapidement révélé que non seulement c'était difficile de les abstraire de connaissances intimes qu'avaient les ethnographes, et qu'il fallait des trucs comme ça. Simplement, on n'avait pas, ça ne suffisait pas. Et que par la suite, encore une fois, la conclusion générale, c'était que les données généalogiques étaient importantes, mais insuffisants en elles-mêmes pour nous donner des structures, disons, des résultats originaux et un peu nouveaux. C'est ça le problème. On tombait sur les trucs. Donc en fait, les sides, on n'a pas allé plus loin que les sides. Bon, c'est pas vrai, il y a des petites choses, mais bon,
c'est un peu décevant. Mais bon. Donc, cette voie-là de la parenté, ça a continué jusqu'à très récemment, jusqu'à 2-3 ans ou 3-4 ans, comme ça. Donc ça, c'était une constante. Et l'autre constante, c'était plutôt les rituels. Donc je suis revenu à plusieurs reprises sur les questions de parenté. Notamment, j'ai travaillé un peu, à un moment donné, du terrain au Bénin, à Abomey et puis au Sénégal. Et là, c'est curieux, là, c'est toujours un peu le même genre de choses. C'est-à-dire qu'au Bénin, c'était un problème, c'était pour la ville d'Abomey. Il y a plus de temples et de lieux de sacrifice qu'il y a de maisons. Et leur problème à Abomey, c'est que maintenant, il veut mettre de l'adduction d'eau, il veut élargir les routes et compagnie. Et tout travail qui était proposé par les travaux publics béninoises était opposé avec violence par la population locale, qui voyait simplement un moyen de détruire donc leur référence religieuse. Et du coup, au Bénin, ils avaient fait un appel pour quelqu'un qui puisse venir éclairer un peu cette situation-là. Et là, j'avais travaillé au Bénin un peu avec un type qui s'appelle Paul Saada, qui est le frère de Jeanne Saada, Favre, et qui lui était urbaniste. Et par son biais, lui, il a suggéré un autre type qui s'appelle Xavier Crépin, qui travaille avec l'Agence de développement français, je crois, m'a permis donc de décrocher ce contrat au Bénin. Et là, c'était sympathique parce que, c'est pas très long, c'était 2-3 mois, un truc comme ça. J'ai pu embaucher 6 chercheurs béninois. On avait tous des mobylettes. On logeait chez une des chercheurs à Abomey. C'était merveilleux, j'adorais la bouffe là-bas. Et donc, on a fait de la recherche sur l'occupation en fait, des lieux par des groupes lignagés. Parce que la ville d'Abomey, il y a 50% de la ville d'Abomey qui en fait n'habite plus à Abomey. Ils ont colonisé l'administration donc nationale. Et l'idée que les gens avaient, c'était soit on garde Abomey comme une sorte de ville-musée, soit on rase et puis on construit à côté. Et ils avaient déjà rasé pour faire des brasseries, mais ça c'était une sorte de toute la propriété d'un roi qui s'appelle Béhanzin, qui s'opposait donc à l'ingérence coloniale française. Mais bon, donc ils étaient pris un tout. Donc nous, on a systématiquement recensé l'ensemble des petites. On avait des photos aériennes, merci, très détaillées, où on voyait chacun des petites maisons. C'est des trucs qui avaient affolé les. Parce qu'à un moment donné, on était appelé par le ministère de la Défense, qui était affolé de voir qu'on disposait de cartes aussi détaillées que ça. Mais bon, on les avait. Et puis, on repartissait ça avec nos motos et on recensait quel était le groupe lignagé, de façon à avoir une idée de quel est l'historique de l'installation des éléments dans cette ville et de son évolution. Bon, tout en recensant tous les trucs des cultes et compagnie. En gros, à la fin, donc on a fait un travail énorme, là aussi absolument énorme, ça existe sous forme de cartes, comme ça, une base de données, là c'était pas informatisé. Et en gros, ce qu'on avait trouvé qui était très intéressant, c'est que ces lieux de culte avaient des relations entre eux, de sorte que on pouvait prendre cette divinité-là et le loger temporairement chez son oncle, qui était l'autre divinité-là, et que celui-là, il était le frère cadet d'un autre. Et du coup, on pouvait théoriquement collapser un peu à l'accordéon l'ensemble des éléments. Bon, c'est très complexe à Abomey, puisqu'il y a tout le système de Maoulissa qui donne les vaudous et les trucs comme ça. Il y avait toute une couche préalable qui était les Tohusu, qui étaient des sortes d'enfants difformes, qui étaient des sortes de figures ancestrales. Donc
il y a plusieurs couches de repérage religieux, mais on arrivait à faire ça. Donc notre proposition, c'est qu'on collapse tout, on fait les routes et on déplie. C'est génial comme idée. Et donc j'ai eu à exposer ça devant les notables de la ville, qui étaient très cocasses, parce que les notables de la ville, c'est comme on dit là-bas, c'est des vastes types, genre avec 20 mètres de pagne autour, comme ça. Enfin, donc là, le petit blanc là, qui est comme ça, en train de tous ces gens-là. Mais ça s'est très bien passé. Puis il y avait tous les gens des travaux publics, le préfet, le sous-préfet, tout ça comme ça. Simplement, essentiellement, parce que j'arrivais à nommer les 30 clans comme ça, brrr, comme ça. Et puis, encore une fois, je connaissais suffisamment pour pouvoir être un locuteur légitime, reconnu comme locuteur légitime, un peu comme les trucs de généalogie. Le problème, c'est qu'évidemment, les gens étaient très suspicieux des travaux publics et compagnie, et du coup, la réunion, ça s'est dégradé, ça s'est terminé en accusation de sorcellerie, disons, plutôt des menaces de sorcellerie, du genre, ben, le sous-préfet, il est mort l'année passée, c'est pas pour rien, hein, alors vous allez faire la route là, vous allez voir. Du coup, bon, là, le genre de gouvernement qui réagissait, donc ça s'est mal terminé. Je crois que rien n'a été fait, finalement. Mais pour moi, c'était une recherche merveilleuse. Donc ça, c'était ça. Et puis, à un moment donné, très rapidement, au sud du Sénégal, à Ziguinchor, j'ai fait un truc un peu semblable pour un lotissement, donc repérage en gros des familiales et des relations de ce genre.